à toutes et à tous. Mon nom est Amadouba, historien, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des Afro-Canadiens aussi. J'ai le plaisir de vous présenter au cours de ce mois d'avril 3 grands empires d'Afrique pendant la période médiévale, à savoir le Songhay en Afrique de l'Ouest, donc du Sahel et de la Savane, le Bénin qui se situe dans le sud du Nigeria et touchant un peu l'actuel Bénin et le Togo, et le Kanem-Borno, une bonne partie du Tchad, le nord Nigeria, allant jusqu'en Libye et le Niger. Comme dit le proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Le grand cinéaste, écrivain, réalisateur et acteur sénégalais Ousmane Sembène d'ajouter: si les Africains ne racontent pas l'Afrique, elle disparaîtra. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Songhay, le grand Songhay de l'Afrique de l'Ouest, qui a succédé à l'Empire du Mali, qui lui-même avait succédé à l'Empire du Ghana. Le peuple Songhai, qui habite dans l'actuel Mali, mais aussi qu'on retrouve sans doute au Burkina Faso, au Niger, au Bénin et d'autres régions, d'autres pays africains. C'est son nom qui est à l'origine donc du Songhay. C'est le peuple Songhai au début qui est l'inventeur du royaume du Gao, qui finalement deviendra un empire plus tard. Les origines du Songhai, d'abord du royaume du Gao, remontent au 7e siècle sous le nom donc de plusieurs noms. Des fois on voit le terme Gao, des fois on voit d'autres termes. C'est sûr qu'entre le 7e et le 14e siècle, en tout cas avant que le Gao ne devienne un empire sous le nom de l'empire Songhai, il a été aussi vassal de l'empire du Ghana, puis de l'empire du Mali. À partir de 1464, sous le grand roi Soni Alibert, qu'on appelle aussi Ali le Grand, un grand stratège militaire, un grand chef, Gao va se transformer en empire après avoir annexé un certain nombre de royaumes et qu'il finit par contrôler, et une fois qu'il s'est libéré donc de l'empire du Mali. Et jusqu'en 1591, donc, on va voir que le Songhai va rayonner en tant que grand empire, même si la période est assez courte quand même par rapport aux autres empires comme le Mali ou le Ghana. Le Ghana a rayonné pratiquement 5 siècles, le Mali pratiquement 3 siècles. Ici, nous avons pratiquement 1 siècle et demi. Mais il demeure aujourd'hui un des plus vastes empires et des plus connus également. Il était doté d'une organisation politique solide, d'une économie prospère, d'une organisation militaire que la région ouest-africaine n'a pas été capable de reproduire pratiquement depuis la chute du Songhay. D'ailleurs, c'est la grande réputation économique du Songhay et son rayonnement intellectuel en Afrique noire qui provoquèrent la convoitise et la jalousie donc du sultan du Maroc, mais aussi d'autres puissances. Si on devait situer le Songhay aujourd'hui dans son espace géographique, les territoires qui correspondent donc à l'ancien empire Songhai, on peut dire que il va de l'Atlantique au lac Tchad, aussi à l'est aussi toucher la frontière algérienne. Au sud, il va pratiquement au Bénin, Nigeria, une bonne partie, notamment le nord Nigeria et le nord du Bénin. Et il regroupait les pays de l'Afrique actuelle, les pays dont nous allons citer, c'est des pays hérités de la colonisation qui n'existaient pas donc à cette époque-là. La Mauritanie, une bonne partie, le Burkina Faso, une bonne partie du Burkina Faso aussi, une très bonne partie de la Côte d'Ivoire, notamment le nord du Bénin, une partie de la Guinée-Bissau, la totalité du Mali, une bonne partie du Sénégal, très grande partie, la totalité de la Gambie, l'actuelle Gambie,
vraiment, nous sommes dans un vaste espace géographique que contrôlait le Songhay. Ce qui a valu donc au Songhay sa réputation aussi d'un empire symbole de la diversité et de la tolérance ethnique. Contrairement au Ghana et au Mali, où nous avions une ethnie qui a produit pratiquement tous les empereurs, au Songhay, nous allons voir que les empereurs ne sont pas forcément tous de l'ethnie Songhai. Nous allons y revenir. Alors, il est important aussi de savoir comment est-ce possible aujourd'hui de retracer, de réécrire cette histoire. Quelles sont les sources que nous utilisons? En fait, les sources sont nombreuses et multiples. Il s'agit de sources d'abord qui sont écrites, qu'on peut classer en 3 catégories. Les manuscrits qui ont été laissés par des géographes et auteurs arabes qui ont visité cette partie de l'Afrique. Donc on donnait des informations sur le Songhay. Nous avons aussi des écrits de lettrés locaux, c'est-à-dire des Africains qui écrivent en arabe ou qui utilisent l'alphabet arabe pour écrire dans certaines langues africaines. Et il y a également des sources européennes à partir du XVe siècle, notamment quand les Portugais débarquèrent sur les côtes, mais suivis aussi par d'autres, les Hollandais, les Français, les Anglais, etc. Mais nous avons également les traditions orales africaines, notamment les sources laissées par les griots et les grandes familles qui détiennent l'histoire de la tradition orale. Et pour ajouter à tout cela, nous avons les sources archéologiques. Donc c'est cela qui permet donc de retracer cette histoire. Et nous ne pouvons pas tous les décortiquer ici parce que ça va nous ça demande beaucoup de temps. En tout cas, ce sont ces 5 catégories de sources-là que nous avons utilisées pour retracer cette histoire du Songhay. Alors, tout a commencé avec une ville commerçante qui s'appelait Gao sur la côte du fleuve Niger, la côte est, que les peuples mandingues appellent le Djoliba. Gao, que les Arabes ont appelé donc dans leur livre Gao Gao. On peut retrouver ce terme-là. Donc est contemporain du Ghana. Les sources arabes ne sont pas cependant très précises sur le nom. Comme je dis, il y en a des fois, ils parlent de Gao Gao, d'autres Kao Kao. Et donc c'est une ville située sur l'est du fleuve. Un célèbre auteur arabe du nom d'Al-Idrissi distingue la ville de Kouka, bien peuplée, entourée de murs, sur la rive nord, à 20 jours de marche de Kao Kao, donc Gao au nord. Même si les auteurs arabes ne sont pas unanimes à cause de leur manque de connaissance du milieu, ce qui est important ici et qu'il faut retenir, c'est l'existence de l'ancienne ville de Gao, donc qui est encore aujourd'hui une ville du Mali, et aussi de la ville de Koukia dont il parlait. Gao finit par devenir un royaume contrôlé par les Songhai, un peuple qui a des similitudes culturelles avec les peuples mandés du Ghana et du Mali, mais qui parlent une langue différente. Au début du XIVe siècle, le royaume du Gao a été conquis par le Mali et ajouté à ce territoire. D'ailleurs, un grand historien du Mali, de la République du Mali, du nom de Sekene Modi Sissoko, je pense qu'il est décédé, paix à son âme. C'est d'ailleurs un des grands spécialistes du Songhay et dont les travaux ont été très utiles pour la compréhension de cet empire-là, notamment au niveau politique, économique, social, religieux, etc. Il nous fait comprendre que c'est vers 1275, allant vers les années 1305, que les armées du Mandé auraient conquis le royaume du Gao. Il informe aussi qu'en 1325, Mansa Moussa, plus connu sous le nom de Kankou Moussa, un des grands souverains du Mali, de retour de pèlerinage à la Mecque, a construit la mosquée de Gao. Les Mandins organisèrent la boucle du Niger sous la direction des Farines. Donc les Farines, c'est le titre que portaient les gouverneurs, en encourageant le développement économique. Gao devint ainsi une grande place commerciale, une des villes les plus belles du Soudan, d'après Sekene Modi Sissoko. Environ une génération plus tard, l'influence du Mali avait commencé à décliner et dans les années 1430, Gao avait retrouvé son indépendance. On retrouve également la même
informations dans le livre de Conrad, qui a écrit un livre sur les empires de l'Afrique de l'Ouest. C'est un livre en anglais qui est très intéressant aussi pour comprendre les trois empires Mali, Ghana, Mali, Songhai. Avec la chute de l'empire du Mali et la montée de celui du Songhai, les populations d'une grande partie de l'ancien empire du Mali sont devenues des sujets du Songhai. Les populations du Songhai comprenaient également de nombreux groupes culturels qui avaient vécu à l'est du Mali et dont les descendants vivent aujourd'hui dans les pays, comme je dis, le Burkina, le Bénin, le Niger, etc. Jusque-là, nous avions donc un royaume qui tantôt était autonome, tantôt faisait partie du Mali. Mais à partir de 1464, arrive le règne du grand Soni Alibert. Donc, ce qui faisait la particularité, c'est que très tôt, le Songhai donc avait eu la possibilité de fusionner un certain nombre de groupes et de conquérir également des espaces. Les opinions divergent quant au vrai fondateur du Songhai. Certaines sources mentionnent un certain Alimandia qui aurait conquis les populations auprès du fleuve Niger dans le Mali. D'autres parlent de Ali Colon, fondateur de la dynastie des Soni. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la dynastie des Si, notamment de Suleiman Dama, et son successeur Soni Ali Alibert, Ali le Grand, que le Gao devient empire et porte le nom de Songhai. Soni Alibert est un dirigeant très ambitieux, un chef militaire avec une énergie sans borne qui était constamment en mouvement, conduisant ses troupes à repousser les envahisseurs et à conquérir de nouveaux territoires. Une fois sur le trône du petit royaume du Gao, c'est le Songhai, il établit donc sur le Niger, en aval de Tombouctou, une cavalerie de 400 bateaux, avec une flotte de 400 bateaux, puis se lança à l'assaut de Tombouctou, dont il s'empare en 1468. 5 ans plus tard, sa flotte occupe la ville de Djenné, la célèbre ville avec ses grandes mosquées du Moyen-Âge. Soni élargit ses expansions dans le delta intérieur. Il fut surnommé Ali le Grand. Il favorisa le commerce, créa une administration centralisée et prit l'habitude de diriger donc des actes officiels. Soni Alibert changea la destinée du Gao. Il abandonna la politique des razzias de ses prédécesseurs pour une conquête territoriale. Cet aspect aussi est raconté par le grand historien du Niger, Boubou Hama. Il eut pour cela une armée aguerrie bien structurée, commandée par des chefs de valeur. Il y avait une flottille sur le Niger, donc dirigée par les Hikoi, donc ça veut dire par exemple le ministre du fleuve et de la flotte. Il y avait aussi une infanterie accrue par l'enrôlement des guerriers vaincus, mais aussi des guerriers donc issus des conquêtes qui se sont ralliés, et surtout une cavalerie qui, par sa grande mobilité, fut le fer de lance des conquêtes de Soni Alibert. Après avoir conquis de nombreux chefs et rois, il prit le contrôle des territoires et établit le Songhai. Soni Ali acquit dans l'esprit de ses contemporains une réputation d'invincible et incarne le génie de la guerre. Son peuple lui attribua le titre de Daali, D-A-A-L-I, qui est un titre assez important dans la compréhension donc de la hiérarchie des empereurs. Comme ses prédécesseurs, Soni Ali fut attiré par la richesse de la région de l'Ouest, les villes nigériennes et le delta central du Niger. Étape par étape, il conquit donc Djenné, une partie du Massina, dans l'actuel centre du Mali. Surtout Tombouctou, il attaqua les Touaregs, il refoula dans le nord Sahel, vers le sud. Il mena plusieurs expéditions contre les Dogons, les Mossi, les Bariba, etc. Et réussit à agrandir son empire. En 1483, Soni Ali rejoignit et bâtit près de Djenné les Mossi, Masséré I. Tout dernier revenait d'une campagne chargée d'un riche butin. Soni Alibert
est mort en 1493 et il fut succédé par un certain Mohamed Touré ou Mohamed Silla, qui lui n'est pas de l'ethnie Sonrhaï mais originaire de la vallée du fleuve Sénégal dans le Fouta Toro, d'origine soninké mais assimilé Halpulaar dans la vallée du fleuve Sénégal. Mohamed Touré comptait de nombreux soutiens parmi les populations musulmanes pratiquantes et dans l'armée impériale, notamment c'est les dignitaires de Tombouctou. Il crée un parti théologique donc dirigé par ce qu'on appelait le Hombo Riloy et avec son frère Omar Kamdjogo. Il se révolta contre le nouveau Soni et le vainquit à Anfao dans la région de Gao. Mohamed Touré, ou Silla, s'empare du trône et prit le titre de Askia. Donc à partir de lui, on n'est plus dans la dynastie des Si, mais de la dynastie de Askia. Il fonda une dynastie donc musulmane théocratique, ce qui devait relancer l'islamisation de la région, trop lente à ses yeux. Askia Mohamed étendit les limites du Songhay en allant encore beaucoup plus loin que ce qu'avait laissé Soni Alibert. Le nouvel emport du Songhay favorisa le développement des cités commerciales sur lesquelles on peut dire que le Songhay était difficilement n'était pas facile à égaler. La posée du Songhay se situe pratiquement durant le règne de Askia Mohamed, un long règne qui a commencé à partir de 1493 jusqu'en 1537. Fervent musulman, Askia Mohamed accomplit un pèlerinage à la Mecque. Sans doute, il avait les échos du pèlerinage de Mansa Moussa de l'Empire du Mali. Par conviction religieuse ou par stratégie politique, le nouveau souverain se rendit au lieu saint de l'islam. Durant son périple, il se fit accompagner avec une armée de 800 cavaliers, de nombreux oulémas, et emporta avec lui une somme de 300 000 dinars pour ses dépenses. Au cours de ce voyage religieux, il rencontra de grands dignitaires du monde musulman. Il rendit visite au Caire à des pôles de l'islam, le grand maître d'Al-Azhar Al-Suiti, qui lui donna des conseils de gouvernement. Il acheta une concession à la Mecque pour les pèlerins du Soudan occidental. Le règne de Askia Mohamed est marqué par un encouragement à l'islamisation de la région. Il est aussi caractérisé par une floraison de la vie intellectuelle. En effet, c'est sous son règne que Tombouctou atteignit la plus grande renommée intellectuelle. Askia Mohamed est mort à l'âge de 95 ans, assez âgé, et il a laissé donc l'image d'un grand bâtisseur et d'un homme profondément religieux. Il fut encensé par les chroniques arabes qui se souviennent de lui comme étant celui qui appliqua la justice avec fermeté, mais surtout celui qui permit à l'islam de se répandre rapidement au Soudan occidental. Il eut beaucoup de successeurs, parmi lesquels on peut noter Askia Mohamed, Askia Moussa, qui fut assassiné et remplacé par Askia Mohamed Bunkan, un neveu d'Askia Mohamed, puis par ses fils Ismaël, Isaac. Et à la mort de Isaac, c'est un autre Askia du nom de Daoud qui prit le pouvoir. Le règne de ce dernier est décrit comme étant une période très prospère. Il marque aussi un renouveau et même un nouvel apogée du Songhay. Askia Daoud exerça le pouvoir pendant plus de 30 ans, au cours desquels il réorganisa l'armée du Songhay et remporta des victoires contre les Pia Touaregs du Sahara et de nombreux peuples non musulmans voisins du Sud. Le nouvel empereur réussit également à repousser les envahisseurs de toutes les directions qui ont tenté de capturer les ressources convoitées du delta intérieur du Niger. L'homme fort du Songhay triompha lors de la plupart des campagnes militaires, bien qu'une lutte avec le sultan marocain, Mohamed Al-Sheikh, ait provoqué la perte temporaire des mines de sel de Tegaza en 1557. Askia Daoud était aussi un fervent musulman comme Askia Mohamed et a soutenu l'apprentissage
de la religion, mais aussi l'éducation et en cours dans les grandes bibliothèques publiques, etc. Cependant, les problèmes allaient commencer pour lui quand des révoltes se sont déclenchées à l'intérieur de l'Empire et des conflits à l'extérieur, notamment à la suite d'une tentative d'invasion du Songhai par des troupes marocaines. Nous allons y revenir. Ce qui aussi fait la caractéristique du Songhai, c'est qu'il était doté d'une économie assez prospère, qui reposait sur différents secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat et surtout le commerce transsaharien. Pour ce qui est de l'agriculture, tout comme le Ghana, le Mali, on peut dire que le Songhai avait la chance d'avoir de longs fleuves avec des affluents qui rendent les terres des vallées irrigables et très prospères, très propices à l'activité agricole. En plus de cet avantage naturel, les cultures sous pluie pendant la saison hivernale complètent les rendements et génèrent des surplus, permettent de diversifier les productions. Une des particularités de l'agriculture du Songhai est le fait que l'activité agricole était plus développée dans les grands centres urbains et les alentours que dans le monde rural. Donc on avait une main-d'œuvre très disponible, des grands propriétaires terriens qui commençaient à exploiter les terres. Alors qu'auparavant on avait plus une agriculture tournée vers le monde rural. Donc ceci a beaucoup frappé les auteurs arabes qui ont laissé des écrits sur cela également. On peut ajouter à cela l'élevage qui joue un rôle aussi très important dans l'économie du Songhai, notamment l'élevage des bovins, des caprins, tout dans la bordure sahélienne, dans des grandes, par exemple au Massina, le Bakhounou, le Wassoulou, tous ces royaumes qui étaient donc des royaumes dépendants vassaux donc du Songhai, fournissaient également, mais jusqu'au Sénégal, le Ferlo, le sud du Mali actuel, etc. Donc on avait des ressources importantes donc en protéines animales, mais aussi donc constituées de lait, de viande et des produits qui étaient échangés. Il y avait également la pêche, dont l'utilité et la place ont été soulignées dans les parties donc, qui ont été consacrées au Ghana, dont nous avons parlé, mais aussi au Mali. La pêche joue un rôle non négligeable dans l'économie. Sur les bords du fleuve Niger, la pêche est pratiquée par des populations dont le métier traditionnel donc héréditaire. Par exemple, nous avons les Sorko, les Do, les Bozo. À l'ouest, sur les bords du fleuve Sénégal, ce sont les pêcheurs Lebou ou Soubalbé, les Nominka, qu'on retrouve également sur le fleuve Gambie, un certain nombre de fleuves dans l'ouest de l'Empire. D'autres types de pêche également étaient menés, notamment sur les affluents de ces fleuves ou sur de vastes et profonds cours d'eau, comme les étangs, les rivières, les marigots, etc. etc. La pêche procurait du poisson qui était consommé frais ou séché ou fumé. La technique de fumage et de séchage de poissons est encore très présente dans les sociétés africaines. C'est une activité d'ailleurs où les femmes ont beaucoup de techniques là-dedans. Elles y étaient très actives. Une partie des ressources agricoles, des grains, du poisson, de la viande alimentaient donc le commerce et permettaient aux riverains de se procurer des produits de première nécessité comme le sel, etc. L'importance du sel également était notée dans cette partie de l'Afrique à cette époque-là. Nous pouvons également ajouter à cela l'activité artisanale qui était une activité très importante, notamment dans cette partie de l'Afrique, qui est aussi une activité qu'on faisait selon son appartenance sociale. Il faut noter que les échanges commerciaux au Songhai étaient très très dynamiques, notamment les échanges entre le monde, le Maghreb, l'Europe méditerranéenne, allant jusque dans le monde arabo-musulman. Nous avons de grands centres comme les villes de Koumbi Salé, Oualata, Tombouctou, Gao, des centres de commerce depuis très très longtemps que le Songhai avait hérité. Donc il a prospéré rapidement grâce à ces centres-là, en expédiant vers l'Afrique du Nord du sel, de l'or, mais aussi de l'ambergris, de la gomme arabique, des peaux de léopard, etc., etc.
Depuis que les conquérants musulmans donc ont contribué, on va voir aussi d'autres produits qui arrivent euh, dans le Songé qui n'étaient pas connus, que les Arabes vont apporter. En gros, donc, retenons que les échanges commerciaux entre le Songé et l'Afrique du Nord ont favorisé la continuité et l'enrichissement des villes situées sur le bord du fleuve, notamment du fleuve Niger. Le commerce a également un certain progrès matériel, a permis aussi d'avoir une certaine modernité, hein, notamment des populations de l'aristocratie, hein, qui avaient un certain habillement, par exemple le grand boubou, genre ouest-africain que nous connaissons aujourd'hui, hein, les babouches jaunes qui accompagnent. Tout cela, c'est un habillement qu'on avait du temps du Songhai, par exemple. Toutefois, la prospérité donc séculaire comme, du commerce va décliner quand le Songhai va avoir des problèmes, notamment avec les sultans du Maroc, et les guerres vont commencer. Mais avant cela aussi, il faut savoir que le Songhai avait une très bonne organisation politique administrative. Et cette organisation a été étudiée encore une fois de plus par Sekene Modi Sissoko, c'est un historien donc du Mali, qui nous informe, qui nous enseigne comment le Songhai était véritablement organisé. Le pouvoir était selon lui de type monarchique et l'islam y occupait une place importante. L'empereur résidait dans la ville de Gao, la capitale politique de l'empire. Par sa position géographique, cette ville ouvrait l'empire vers l'est et le faisait connecter à l'Égypte et à l'Arabie. Le gouvernement semble néanmoins moderne, rationnel, avec un partage des compétences bien déterminé entre conseil, chancelier et différents ministres. Nous avons par exemple le Hikoi, le ministre de l'eau, le Monjo, agriculture, le Khalissa Pharma, des finances. Aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de langues africaines, pour dire l'argent on dit Khalissa. Donc ça c'est un terme aussi qui nous vient du Songhai. Les agents du gouvernement central formaient le conseil impérial qui débattait de tous les problèmes de l'empire. Un secrétaire chancelier rédigeait les actes du conseil, s'occupait de la correspondance des souverains, de la rédaction et de l'exécution des chartes. Le Songhai donc avait aussi était genre une fédération répartie en 12 provinces, certaines étant plus petites que d'autres, mais chaque province avait à sa tête des gouverneurs qui portaient le nom de Fari ou de Khoi. Les royaumes vassaux tributaires conservent une indépendance théorique, mais l'Askia impose toujours son candidat lors des successions. Une armée de flotte permanente encadrée par des officiers professionnels faisait aussi la sécurité de l'Empire. À la différence des empereurs du Ghana et du Mali, le Songhai tente de dépasser la structure traditionnelle clanique en s'appuyant sur l'islam comme moteur d'unification, même avec les royaumes vassaux. Askia Mohamed, à la tête de son empire, va solidifier les acquis de Soni Alibert et surtout d'apporter des nouveautés. Une des tâches de ce dernier était donc de s'occuper de l'organisation de la capitale, d'innover également la vie politique. Il remplaça certains agents de Soni par ses fidèles et puis il nomma des cadis qui sont chargés donc de juger la justice. Askia Mohamed organisa également la cour impériale, fixa les préséances, les protocoles, etc. L'organisation politique du Songhai était vraiment une des plus connues de l'époque. Ici, nous sommes en face donc d'un vaste empire qui fonctionnait sur le modèle de fédération. Donc, on peut dire qu'à travers le Songhai, nous découvrons, c'est peut-être l'équivalent de l'administration un peu indirecte des Britanniques qu'ils ont faite dans certaines régions d'Afrique. Mais le Songhai avait un vaste empire et chaque province dépendant pouvait se gérer, mais avait des comptes aussi à rendre à l'empereur. En plus de cela, il faut rappeler que du point de vue social, le Songhai était structuré peut-être de la même façon aussi que le Mali et le Ghana,
ou parfois un peu différents. En tout cas, c'est une société quand même hiérarchisée. C'est une société où on a un certain nombre de privilèges, mais une société vraiment très urbanisée, notamment les grands centres, et une société rurale un peu conservatrice. Les clans sont composés de familles bien structurées et chaque clan était aussi hiérarchisé. On peut distinguer aussi dans les classes sociales les nobles, les libres, les hommes de caste, etc., jusqu'au plus bas de l'échelle. La noblesse était constituée de nombreux parents des familles impériales. Ces membres occupaient les hautes fonctions de l'administration, de l'armée et puis avaient beaucoup de privilèges. On note également les familles maraboutiques qui occupaient aussi une place centrale dans le haut sommet. Ces familles sont souvent d'origine soninké, peul ou mort et étaient des musulmans lettrés détenteurs de pouvoir religieux. Les pêcheurs faisaient partie des classes des hommes libres et étaient craints pour des pouvoirs qu'on leur prête, notamment la fabrication des pirogues, des chasseurs de crocodiles, d'hippopotames, des lamantins. Et ils sont divisés en deux groupes, les Fono qui se mêlent aux pêcheurs Bozo du fleuve Niger, mais aussi les Pharaons. Au bas de l'échelle, donc, on a les classes serviles que les gens désignent improprement sous le terme d'esclave, alors que ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas le même niveau que l'esclavage dans l'entendement occidental. Ici, on parle des Tenyadi Kata, ou ça dépend des noms, des Machudo ou d'autres selon les ethnies. Mais ça n'a changé pas. Ce n'est pas un esclavage de propriété ou qui n'empêchait pas l'amitié et les relations sociales. Alors, ils étaient chargés de l'entretien des chevaux, des Gabibi, ils pratiquaient beaucoup aussi l'agriculture pour la noblesse dirigeante. Ils jouent un rôle très très important aussi dans l'armée. On remarque aussi que la hiérarchisation sociale était une des plus souples et moins marquée dans le centre urbain. Le monde urbain constitue une zone hiérarchisée selon le type soudanais, mais le critère de différenciation ici est vraiment économique. La société urbaine du Songé était sur les bords des grands fleuves, à savoir Niger ou du fleuve Sénégal, était une société policée raffinée tout au long du niveau de l'aristocratie. Elle aimait l'habillement ample, comme je dis, les babouches jaunes, la vie douce, les maisons de cuisine bien épicées, etc. La bonne compagnie, cela a conduit à un certain nombre de relâchements des mœurs, toujours nous renseignent les historiens, notamment Sissoko. Après avoir examiné la société, donc, on peut dire que le Songé était vraiment un des grands empires très multiethniques, multiculturels. On retrouve beaucoup de peuples de l'Afrique de l'Ouest actuelle dans le Songé, pratiquement tous les patronymes ouest-africains également. Et le dernier élément que nous aimerions souligner, c'est le rayonnement intellectuel. L'islam a joué un rôle important dans le développement intellectuel en Afrique occidentale médiévale. Il a favorisé la création d'une élite lettrée, notamment dans les zones urbaines, où il s'est implanté en premier dès le XIe siècle. À cela s'ajoutent les rois, les élites et les dirigeants, donc ils faisaient partie des premiers convertis dans la religion, etc. Alors la grande masse des Sonrai et des peuples de l'Empire aussi étaient associés au pouvoir, même si, comme je dis, tous les dirigeants n'étaient pas de l'ethnie Songé. On note également un humanisme soudanais qui s'imposa dans l'Empire Songé, formé à partir du 14e 15e siècle dans les universités de Karawiyin, à Fès et à Al-Azhar. L'élite soudanaise s'émancipa et par son propre effort parvint au fait de la science islamique. Les centres de cette animation intellectuelle demeuraient les villes. Le surplus commercial permit le développement d'une classe de lettrés adonnés au service du culte aux études. La prospérité générale attira dans les villes nigériennes les savants venus de toutes les régions de la savane et du Sahel ouest-africain. La plus célèbre des universités, sans compte, était celle de Tombouctou, d'où sont issus les deux tarikhs qui constituent les plus grands monuments historiques.
L'université foyer d'acquisition et de diffusion de la connaissance n'était pas encore organisée comme en Afrique du Nord. Elle comprenait de grand nombre d'écoles libres, surtout la fameuse mosquée de Sankhoré qui dispensait un enseignement supérieur. Tombouctou au XVIe siècle, on notait quelques 180 écoles coraniques, des milliers d'étudiants venus de quatre coins de l'Empire, logés chez les maîtres ou chez les hôtes. Les maîtres non rémunérés aussi s'adonnaient à leur étude du jour comme la nuit. Alors, on peut aussi vous regarder, par exemple, la fameuse mosquée de Djenné au XVe siècle, qui est vraiment magnifique, mais aussi nous avons des documents qui ont été conservés dans les archives, dans les bibliothèques. Alors, nous allons arriver au dernier point de la présentation, le déclin du Songé. Tout comme le Mali, le Ghana, le Songé, son déclin s'explique par une série de facteurs, à la fois internes et externes. Même si les plus graves sont d'ordre externe, certains éléments internes ne sont pas négligés. Par exemple, sous le règne d'Askia Daoud, le Songé devait faire face à une nouvelle invasion du Mali, réduit à l'état de royaume. Askia Daoud devait également faire face au soulèvement des Moussi au sud, donc région encore animiste et cible préférée des conquérants, mais qui a toujours réussi à se défendre. À ces troubles internes s'ajoutaient de réelles menaces externes, comme le problème marocain. Le sultan du Maroc était décidé à envahir le Songé et à prendre possession de ses richesses multiples. Ainsi, durant le règne d'Askia Daoud, notamment la période 1756-1557, le sultan marocain Mohamed Cheikh, de mère africaine noire, surnommé de ce fait Al-Abd, le Noir, revendiqua à son tour Tegaza et l'occupa en tuant au passage les représentants de l'Askia. Donc les relations entre le Maroc vont être très compliquées et vont conduire à une guerre. En 1587, Askia Daoud décède et les relations entre le Songé et le Maroc se détériorent également. D'autres le succèdent, notamment Askia Isaac, qui répondit aux provocations, et en 1590, Askia Isaac II a pris donc une expédition contre le Maroc et réunit ses commandants. Et c'est une guerre qui est très très importante dans l'histoire, puisque le Maroc avait été soutenu par aussi l'Espagne à cette époque et le Portugal, qui lui ont donné les fameux fusils arquebus contre donc le Songé, des mousquetaires, etc., etc. Donc finalement, il a fallu une forte résistance, mais qui ne va pas empêcher les Marocains et leurs alliés portugais et espagnols d'arriver à battre le Songé à la bataille de Tondibi en 1591. À partir de ce moment, le Songé va connaître un déclin et l'Empire va s'émietter avec des royaumes qui vont prendre leur indépendance. Pour finir, on peut dire que l'Empire du Songé va s'effondrer à la suite de Tondibi en 1591. Nous avons ensuite une douzaine de principautés. Le Songé connut certes une période de prospérité, une unité politique, mais n'a pas vécu aussi longtemps que le Mali ou le Ghana. Il n'a pas fallu longtemps donc pour voir des peuples également se révolter et puis essayer d'avoir leur indépendance. Voilà ce qui met fin donc à cette présentation sur le Songé. Il y a beaucoup de sources qu'on peut encore lire pour mieux comprendre cette histoire-là, notamment mon livre L'Afrique des grands empires, 7e, 17e siècle, 1000 ans de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel. Il y a Ibrahim Babakake qui a écrit un livre sur Askia Mohamed, l'apogée de l'Empire Songé. Il y a Sekine Modi, son article sur l'histoire générale de l'Afrique, le Songé du 7e au 16e siècle. David Conrad, Empire of Medieval West African, Ghana, Mali and Songé. Nous avons aussi l'Empire Songé, ses ethnies, ses légendes, ses personnages de Boubou Hama. L'économie dans le Bill al-Soudan de Paris.
Yves Perrault, l'Ouest africain au Moyen-Âge, l'Afrique soudanaise au Moyen-Âge de Simoni, le Tariq el-Fadash de Timbuktu, les chroniques, le Tariq el-Soudan également. Donc, un certain nombre d'écrits qui permettent véritablement de mieux comprendre le Songé. Je vous remercie et puis à la prochaine fois pour parler de l'Empire du Bénin. Merci.